Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, comme chaque dernier vendredi du mois, nous allons dresser le grand tableau de bord des marchés à l'issue de ce mois d'avril. Il reste 2 séances devant nous, mais on a déjà quand même une vision assez précise de ce bilan mensuel. Que peut-il se passer désormais alors que nous entrons dans une phase où la saisonnalité est réputée peut-être un peu moins favorable pour les marchés actions, notamment le fameux mois de mai qui va démarrer la semaine prochaine. Nous serons avec nos experts, Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion, et Laurent Albi, responsable de Next Momentum, qui nous accompagneront pour ce grand tableau de bord des marchés. Du côté justement de la séance du jour, on redresse un peu la barre, notamment sur les indices actions en Europe, aux États-Unis. Sur la partie macro, le marché a été rassuré, on va le dire comme ça, après la publication de l'indice Core PCE du mois de mars. Beaucoup de fébrilité, de nervosité ces derniers temps sur la question de l'inflation américaine, l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale américaine pour mesurer l'inflation. Le Core PCE est ressorti en ligne avec les attentes au mois de mars. Vous aurez le détail dans un instant avec Pauline Gratel, ce qui a permis d'ailleurs de caper un petit peu l'envolée des taux longs. On est monté à plus de 4,70 sur le 10 ans américain au cours de cette semaine et des dernières heures. Le 10 ans américain qui se stabilise, on va le dire comme ça, autour de 4,65% en cette fin de semaine. Et l'euro qui s'est bien renforcé quand même ces derniers jours, il faut le noter, sur fond de détente du dollar, puisque l'euro-dollar tient le niveau de 1,07 également en cette fin de semaine. Du côté des résultats d'entreprise, les vedettes du jour sont américaines, notamment dans le secteur de la tech, avec la publication de Microsoft, mais surtout celle d'Alphabet Google. C'est peut-être la publication parfaite pour les investisseurs, rassurés sur la dynamique de l'IA. Beaucoup d'investissements, certes, mais déjà quand même du chiffre d'affaires et des bénéfices liés aux investissements dans l'IA pour Alphabet, Google et Microsoft. Alphabet Google qui a également annoncé dans le sillage de Meta il y a quelques mois le versement à venir d'un premier dividende de l'histoire de Google ou du groupe Alphabet aujourd'hui. Microsoft et Apple ont déjà franchi le cap il y a un moment. Ce sont d'ailleurs les deux entreprises qui versent les montants de dividendes les plus importants dans le monde depuis quelques années maintenant. Meta a annoncé son premier dividende, Alphabet l'a fait également. On verra ce que nous dit Amazon, par exemple, la semaine prochaine. La pression grandit pour voir ces boîtes de tech, déjà friandes de rachat d'actions, passer également à l'heure du dividende. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, notre décryptage économique mensuel avec l'économiste Michel Rumi qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. C'est le jour pour parler des agences et des notations de dette souveraine. Rendez-vous donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais avant cela, les éléments clés du jour sur les marchés, l'actualité qui a fait bouger cette séance, et c'est avec Pauline Gratel. L'ensemble des bourses européennes progresse aujourd'hui alors que cette séance est encore rythmée par les publications d'entreprises. Et dans ce marathon de publications, la macro s'est faite une place puisque le marché attendait la publication de l'indice des prix PCE américain à quelques jours de la prochaine réunion de la Fed. L'indice PCE augmente de 0,3% sur un mois en mars et de 2,7% sur un an. En version corps, hors alimentation et énergie, il ressort à plus 0,3% sur un mois en mars et 2,8% sur un an, et c'est ce qui était attendu. La réaction des marchés obligataires a été plutôt positive avec une légère détente observée sur les taux américains, le 10 ans tournant autour des 4,65%. Côté micro, en France, Saint-Gobain est en tête du CAC 40 et gagne 6% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en recul de 6% en données comparables sur le premier trimestre, à cause notamment du ralentissement des constructions neuves en Europe. Malgré tout, le chiffre d'affaires est au-dessus des attentes et le volume des ventes s'améliore.
Dans le secteur de l'énergie, Total Energy publie un résultat net ajusté en repli au titre du premier trimestre à 5 milliards de dollars. En cause, les baisses des prix du gaz notamment. Les analystes anticipaient un recul plus marqué. Après avoir débuté timidement la séance, le titre a accéléré à la hausse pour gagner plus de 2,5% dans l'après-midi. À noter, dans un entretien à Bloomberg, Patrick Pouyanné évoque la possibilité de transférer la cotation de Total Energy à New York, estimant en tout cas que la question est légitime, près de la moitié du capital étant détenu par des investisseurs aux États-Unis. Côté aviation, Airbus déçoit les investisseurs en publiant un bénéfice d'exploitation et un flux de trésorerie très en dessous des attentes. Airbus annonce également avoir livré 142 appareils commerciaux sur le T1 et compte bien augmenter cette cadence, notamment sur l'A350. L'objectif de production en 2028 sera de 12 avions par mois, contre un objectif actuel de 10 appareils en 2026. Le titre abandonne 1% au cours de la séance. Dans le sillage d'Airbus, Safran est en légère baisse, même après la publication d'une croissance organique de 19% de son chiffre d'affaires trimestriel. Dans le monde des spiritueux, Rémy Cointreau fait part d'une légère baisse de sa croissance organique au dernier trimestre. La reprise post-Covid des ventes en Chine et aux États-Unis manque de souffle, alors que ce sont des marchés clés. Le groupe ne s'engage sur aucune prévision pour son exercice 2024-2025. Le titre est en baisse de 1,5% au cours de la séance. Direction les États-Unis maintenant, le marché applaudit la publication d'Alphabet qui fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 80 milliards de dollars et surtout le groupe annonce le versement de son premier dividende comme Meta il y a quelques mois. Le titre était en hausse de plus de 10% à l'ouverture de Wall Street. L'autre des 7 magnifiques qui publiait hier soir, c'était Microsoft. Et là aussi, le marché salue les résultats d'un premier trimestre supérieur aux attentes des analystes. Le bénéfice net est en hausse de 20% sur la période à 22 milliards de dollars. À Wall Street, le titre Microsoft ouvre en hausse de 3%. Enfin, la stat du jour est signée JP Morgan. Sur près de la moitié des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié, plus de 80% des entreprises ont dépassé les attentes du marché. La semaine prochaine sera particulièrement chargée à nouveau. Côté macro, les investisseurs prendront connaissance de la première estimation de la croissance pour les pays de la zone euro pour le premier trimestre, ainsi que de la première estimation d'inflation pour le mois d'avril. La séance du 1er mai sera chômée pour bon nombre de places boursières. Néanmoins, ce sera une séance clé pour les investisseurs avec la communication très attendue de la Réserve fédérale américaine. Côté micro, la saison de publication se poursuit avec notamment parmi les poids lourds attendus Amazon et Apple. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché résumées par Pauline Gratel avec nous dans Smart Bourse sur Bismart. Comme chaque dernier vendredi du mois, le bilan mensuel avec évidemment un regard sur les prochaines semaines et les prochains mois. C'est notre grand tableau de bord des marchés en format réduit. Aujourd'hui, on saluera Jean-François Bay de Cantalis qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais nous sommes avec Bertrand Lamiel, je le disais, directeur général de Porsche Jean-Par Gestion, et Laurent Albi, responsable de Next Momentum. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bertrand, qu'est-ce qui a marqué les marchés au cours de ce mois d'avril ? Il y a eu un changement de régime, un changement d'ambiance, peut-être un changement de psychologie aussi de la part des investisseurs. Moi, ce que je vois, c'est que les marchés obligataires ont corrigé et que les marchés actions ont un peu retracé, ce qui fait que ça a été un mois toujours un peu compliqué pour ce qu'on appelle les 60-40, les portefeuilles balancés, les portefeuilles diversifiés. Qu'est-ce que vous retenez de ce mois d'avril ? Vous parlez d'une inversion de polarité, Bertrand. Oui, en fait, il y a plusieurs indices qui nous disent certes, on est sur des points hauts, donc ça a retracé, ça revient. Donc, si on dézoome un petit peu, on peut se dire rien de grave.
Donc effectivement, rien de grave, mais on commence à voir des choses qu'on n'avait pas vues depuis un petit moment. C'est-à-dire que depuis de nombreuses années, ce qu'on disait, en gros, il fallait avoir les très grosses capilles, des gros indices, et en gros, le job était fait, il n'y avait plus rien à faire. Là, on le voit typiquement sur le graphe du haut, on s'aperçoit que là, on a une bataille, CAC contre CAC et Q pondéré. Et ben, on s'aperçoit que le CAC qui a tiré pendant très longtemps, c'est la courbe qui monte, en fait, là, n'arrive plus à marquer des points hauts, donc on n'est pas encore dans une inversion où les petites valeurs du CAC reprendrait complètement le leadership, mais en tous les cas, les grosses n'arrivent plus à faire la différence. Si on prend quelques exemples, dans les grosses valeurs du CAC 40, on a Sanofi qui fait 6% du CAC 40, moins 2. L'Oréal, 6% du CAC 40, moins 2. La meilleure dans les 5 premières, c'est Schneider qui fait plus 17. Mais si on va regarder quels sont les meilleurs performeurs depuis le début de l'année du CAC 40, on va trouver Accor, 0,4 du CAC 40, 22%, Publicis, 1% du CAC 40, 25%, Renault, 0,4% du CAC 40, meilleur performeur de l'année, 32%. Donc on voit que les petits, les gros indices, en fait, sont sur le palmarès. Le facteur taille est moins pénalisant. Enfin, le facteur méga taille est moins recherché forcément par les investisseurs. Moins, comment tu dis, Laurent ? Favorisant. Ouais, moins favorisant, c'est ça. Et on a la même chose sur l'Eurostoxx 50. Et alors sur l'Eurostoxx 50, la chose qui est intéressante à aller regarder, c'est que donc ASML, LVMH, Total, SAP, Sanofi, en moyenne, progressent de 13. Très bien, l'Eurostoxx est à 10, donc on voit que ça tire encore sur les grosses. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder les 5 meilleurs performeurs de l'Eurostoxx 50, donc qui en moyenne font 1 et quelques % de l'Eurostoxx 50. On est à 32% de performance. Donc ils font 3 fois mieux que l'Eurostoxx. Et alors, la composition... Parce que ça, c'est un inédit. Franchement, quand je l'ai écrit, je l'ai relu à 2 fois. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Unicredit, une banque. Intesa, une banque. BBVA, une banque. Santander, une banque. Au milieu de tout ça, il y a Safran qui se fait une place. On a l'impression de se retrouver dans les années 2000. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai relu, je me suis dit... Ah bah oui. Est-ce que j'ai ressorti... C'est les banques espagnoles et les banques italiennes. Et c'est marrant parce que les banques françaises ont été un peu moins punchy, j'allais dire, de ce point de vue-là, mais les banques italiennes et les banques espagnoles, là, comme vous le montrez, c'est spectaculaire. Gagner 30% sur une banque en un trimestre, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Le Stoxx 600 banque, c'est 19% depuis le début de l'année. C'est le meilleur performeur. Un des meilleurs, oui. Il y a peut-être la tech qui arrive à... Oui, mais en Europe, c'est moins... Là, le momentum, il est plus pour les banques que pour la tech. Dingue. Et donc, on a la même configuration sur le S&P, où le S&P, les grosses du S&P avancent toujours, mais les petites se font une place au soleil, et donc on voit qu'il y a plus cet avantage sur le sujet du S&P. Donc ça, c'est un premier point qui est l'avantage aux très grosses capilles. À minima, c'est une pause. On n'est pas encore sur un renversement, mais à minima, il y a une fracturation dans le mouvement. Et alors après, il y a toujours le jeu, est-ce que je vais aux États-Unis, est-ce que je vais en Europe, quid du change, des choses comme ça. Là aussi, il y a une information qui est importante, c'est que quand on prend, jusqu'à présent, le Nasdaq faisait mieux que le S&P. Pareil, on refait le match Nasdaq-S&P, et là on s'aperçoit, croisement des courbes, la Golden Cross qui arrive, le S&P est en train de reprendre le leadership sur le Nasdaq. Et donc ça, vous voyez, ça fait quand même un petit moment qu'on l'avait pas vu, puisque là, on remontait à 2022. Voilà, donc ça fait quand même 2 ans qu'on avait ça. Alors Bertrand, un mot, parce que moi j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de dire l'année dernière concentration, c'est pas bon, c'est cette valeur qui tire le marché. Et là, on a du relais. Alors, c'est ça. Il faut voir si ça va continuer ou pas. Après, il y a une deuxième question, c'est est-ce que tout ce qui n'est pas tech est capable de soutenir le marché si la tech s'affaisse ? La réponse pour moi est non. Mais si la tech stagne, alors là, si c'est juste on a une vraie rotation, exactement. Ça peut avoir une vraie rotation. C'est pas mal d'avoir enfin ce relais. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste le S&P qui bat le Nasdaq. Même l'Eurostoxx reprend aussi de la vigueur en relatif. Donc par rapport au Nasdaq. On se met en euros, évidemment, pour annihiler le risque de change. Donc, vu d'un investisseur européen, ça veut dire j'achète un tracker Nasdaq, typiquement, que je peux mettre sur mon P1. Ou est-ce que je prends un tracker Eurostoxx 50 ? Là, ça y est, c'est parti. Hop, on a l'Eurostoxx 50 qui, enfin, reprend le leadership sur le Nasdaq. Donc ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Bon, voilà, on a eu un cycle. Et bien là, il est en train de s'inverser. Donc, il faut commencer à... Effectivement, on voit que sur le Nasdaq, les 7 magnifiques, elles sont plus 7. Qu'il commence à y avoir une véritable fracturation. Et donc, il faut commencer à les regarder ailleurs. Et oui, parce qu'aux États-Unis, il faut avoir en tête, si on prend le S&P, qui est l'indice
le moins déséquilibré en termes de secteur. La tech, c'est quand même 30%. Ouais. Donc forcément, si à un moment donné, la tech cale, voire redonne de la performance, les autres derrière, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Mais quand il y a 30% qui calent, voire qui reculent, ça peut être compliqué sur les grands indices. Donc, nous, ce qu'on prône, voilà, parce que c'est ça, mais pour le coup, preuve à l'appui, c'est, voilà, il faut commencer à aller regarder ailleurs. Le stock picking, il y a des choses vraiment sympas à faire. Sur les 7 magnifiques, justement, on est à peu près à mi-parcours des publications. On aura encore Apple, Amazon la semaine prochaine et Nvidia fin mai. Hein, c'est très tard, Nvidia, dans le secteur des semi-conducteurs. Quelles leçons vous retenez? Alors, des chiffres publiés et de la manière dont le marché a réagi. Bon, Tesla, il y a eu visiblement un phénomène quand même de short squeeze à un moment sur la publication. Moins 50% quand même. Oui, non mais voilà, venant de moins 50, Meta, ça avait fait plus 15 en février quand ils annonçaient un dividende, ça a fait moins 15, moins 10 sur la publication. Et puis là, Microsoft et Alphabet, j'allais dire, si on avait besoin d'être rassuré, heureusement qu'on a encore ces groupes-là, quoi, Bertrand. Oui, alors bon, on est, par exemple, depuis le début de l'année, Apple est à moins 12. Voilà, donc un exemple au milieu du reste, effectivement, ça fractionne. Et oui, on voit qu'il y a des sociétés comme société de logiciels, Constellation Software, qui fait 59% depuis le début de l'année, donc juste en dessous de Nvidia qui est à 65%. Et on va voir du semi-conducteur, donc des boîtes moins connues comme Micron qui fait 30% depuis le début de l'année. Donc il y a des choses à faire, effectivement. Il y a d'autres sociétés qui montent aussi en termes de momentum. Qui se comportent bien. Donc, il y a du relais. Donc, on est dans cette phase de transition. Et dans les autres transitions qu'on voit, dans les autres points de pivot, c'est sur les taux. Et là, sur les taux, on avait vécu... Là, j'ai mis le taux européen... Alors, la remontada depuis les points bas qui avait été la plus rapide de l'histoire et qui avait fait mal au marché. Et derrière, ça stagnait. On voyait que ça restait calé sous une horizontale. Là, on passe au-dessus, on vient s'appuyer. Enfin, c'est très propre techniquement parlant. Et c'est la même chose, encore en plus puissant aux États-Unis. Donc ça, probablement, ça explique aussi le parcours des banques. Parce que dans le même temps, je ne l'ai pas mis, mais l'écart entre le 2 ans et le 10 ans, donc on est toujours en courbe inversée. Oui. Mais l'écart entre le 2 ans et le 10 ans est en train de se réduire. Ouais. On était très loin dans l'inversion, on était à plus de 100 points de base d'inversion à un moment. Et donc là, il y a probablement, dans la tête des investisseurs, le truc de se dire, bon, d'ici peu de temps, les banques centrales vont baisser les taux, donc du coup, on va retrouver une courbe normale, donc qui commence à se positionner dans cette logique-là. Probablement ça qui explique, qui fait que on a un parcours exceptionnel sur les banques. Franchement, c'est très bien aussi sur les assurances. Ouais. Donc on voit que ça, c'est des secteurs qui n'avaient pas l'habitude de citer, qui n'avaient pas l'habitude d'être sur le palmarès, mais surtout qui le sont depuis un moment. Parce qu'en fait, cette performance, elle dure, elle n'est pas depuis... Même en 23, le secteur bancaire en Europe, en 23, fait très bien. On est sur plus de 18 mois de performance très nette. Oui, bien sûr. Et ça se fait tranquillement, ça se fait sans grand bruit, mais oui, parce que les banques sont toujours un peu traitées à part dans les marchés, c'est toujours des animaux un peu spéciaux. Il y a les stigmates de 2012, il y a les stigmates de 2012. On a un peu de mal à dire, les banques, c'est bien. Je peux vous assurer, quand vous en parlez à des gérants, et moi je le vois de mon équipe, quand on dit, tiens, il faut y aller sur les banques, celles qui tirent, c'est les Italiennes. Le premier mouvement, c'est ouf. Les Italiennes ou les Espagnols, tu fais ouf. On est sûr qu'on veut y aller. Sûr. Et en fait, après, on va regarder les fondamentaux. Et oui, ils ont leur moteur propre qui font que ils partaient de plus loin. Et donc, du coup, il y a une amélioration qui est très nette là-dessus et qui dure. Et donc, qui est validée trimestre après trimestre. Et là, on a encore eu les trimestriels. Et OK, ça valide. Donc, c'est logique. Et le marché, entre guillemets, ne fait que récompenser des trends de bons résultats. On a des niveaux de retour sur capitaux qui n'ont jamais été aussi élevés que depuis la grande période d'avant la grande crise financière, mais la référence, ça reste 2007 de ce point de vue-là. Je crois qu'en termes de retour aux actionnaires pour les banques européennes, là, les montants dépassent ce qui pouvait être rendu aux actionnaires dans la période 2000-2007. Sur l'année 24, au titre de 23, je crois que c'est 120 milliards qui vont être redonnés aux actionnaires, soit sous forme de rachat d'actions, soit sous forme de dividendes. Donc là aussi, il y a même cet aspect-là qui est normalement attractif. Oui. Et puis bon, il y a eu l'adaptation aux différents ratios, BAL 1, BAL 2, tous ces sujets-là. Ce gros choc-là est un peu derrière. Relativement rodés. Donc on a des banques qui ont réussi à s'adapter.
qui arrêtent d'être pénalisées quand elles ont des liquidités. Enfin, ça fait un petit moment maintenant, quand vous commencez l'année avec de la trésorerie dans la caisse, vous savez que vous embarquez déjà du bénéfice à la fin de l'année. Donc tous ces éléments-là se cumulent et font que ça explique le... Et ce qui explique aussi la différence entre les banques italiennes, espagnoles et les banques françaises en termes de performance, c'est qu'il y a beaucoup plus de crédits de taux variables dans les banques italiennes et espagnoles, et donc elles ont pu profiter très vite, très fort du mouvement de remontée des taux. Et c'est vrai que pour les banques françaises, le mouvement est un peu plus décalé, on va dire, dans le temps, avec une pente de courbe pour l'instant qui n'est pas non plus hyper favorable aux marges nettes d'intérêt. Et pour répondre à votre question... Laurent, je n'ai pas encore posé ma question, mais je vais la poser sur les taux. Non, mais que vous avez posé à Bertrand. Qu'est-ce qui caractérise finalement ce mois d'avril ? Moi, je dirais, si je devais donner un titre, ça serait « Retour à la normale ». C'est-à-dire qu'on a été dans une séquence où ce n'était pas la peine de réfléchir. Il fallait acheter de la tech. Et là, on doit se reposer, on doit se remettre à réfléchir, en fait, pour savoir où est-ce qu'on doit rebalancer, qu'est-ce qu'on doit réévaluer. Il y a des secteurs dont on ne parlait plus, le pétrole, qui revient. Donc moi, j'aime bien les médias, j'aime bien l'assurance, j'aime bien la chimie. Enfin, la chimie, mais c'est complètement has-been. Et en termes de surperformance, elle recommence à pointer le bout de son nez. Donc voilà, avril, c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre où il va falloir, peut-être du monde qui précédait cet écrasement de la tech sur les marchés, où il va falloir se remettre à considérer beaucoup plus de choses. On a fini par tourner un peu en rond autour de la tech et de l'IA. Évidemment, tout le monde a en tête que le thème IA va se déployer sur des années, alors c'est pas fini, des décennies, bien sûr. C'est pas fini. Mais disons qu'ils ont capté toute la lumière. Oui, c'est ça. Et là, ils avaient la part du lion. Et là, je crois la tech va devoir apprendre à partager le gâteau. Parce que les flux vont commencer à réfléchir pour aller ailleurs. Et c'est peut-être ça, avril, finalement. Ma question pour vous, Laurent, sur les taux. Aïe. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Enfin, je veux dire, 4,70 franchis sur le 10 ans américain. Est-ce qu'il faut se préparer ? Alors, j'appelle ça souviens-toi l'été dernier, parce que c'était un peu après l'été, mais fin octobre, le 10 ans américain touche les 5%. Et ensuite, l'histoire change. Mais est-ce qu'on est en train de revivre cette séquence ? Et est-ce que 5% sur le 10 ans américain, est-ce que c'est un objectif évident aujourd'hui, techniquement ? Alors, moi, je poserais la question différemment. C'est est-ce qu'on va aller au-dessus de 5 ? Voilà, c'est ça la question pour moi. Parce que les 5%... Oui, de 4,70 à 5, je suis d'accord. Si ça reste là... La question, c'est est-ce que l'inflation aux États-Unis a fait son point bas ? Parce que si on est dans cette histoire... ça veut dire qu'il faut encore une fois se remettre à réfléchir. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois on devait jeter à la corbeille tous nos scénarios et tout recommencer. Et donc personnellement, je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, c'est pas un scénario que j'exclus totalement de revoir les taux longs monter aux États-Unis, même si c'est difficile à croire. C'est-à-dire que ça vient vite après le mois d'octobre, je trouve. On pouvait imaginer peut-être de nouvelles séquences d'inflation à terme, etc. Mais là, ça vient 6 mois après, quoi. Ça vient 6 mois après. Donc, je suis pas économiste. Et j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée sur ce que je peux dire, sur ce qui va se passer sur les taux. En tout cas, ça invite à la prudence. Et ça invite à réfléchir encore une fois sur la rotation. Et ça invite à reconsidérer des secteurs dont plus personne ne voulait, les défensifs. Utilities, télécoms, moi j'aime bien les télécoms. Alors c'est très très tôt, on est très très en avance si on paye des télécoms. Mais je trouve qu'ils commencent techniquement à avoir une configuration qui est... Des valeurs sensibles au taux, Et oui, en Europe. Les foncières, on en parlera tout à l'heure, point d'interrogation. Je comprends. Donc un contexte qui est mouvant, avec une histoire qui continue d'être écrite. Intéressant. On va... Bertrand. Parce que sur les taux, il faut avoir en tête que la montée des taux courts, pour la première fois de l'histoire, elle se fait sur une lutte contre l'inflation. D'habitude, c'était un sujet où l'économie s'emballait et où on avait une croissance qui allait trop vite avec des risques inflationnistes, et donc on montait les taux pour calmer l'économie. Là, on a monté les taux des deux côtés de l'Atlantique pour combattre une inflation qui couru après l'inflation. Qui était très forte. Donc du coup, par mimétisme et par répulsion, les taux longs sont montés. Donc en Europe, on a une croissance on est zéro négatif en Allemagne, très faible partout, plus faible que ce qu'on avait anticipé. Donc la question de baisser les taux, parce que l'inflation est peut-être jugulée,
mais en tous les cas que l'économie est quand même pas en grande forme, baisser les taux, ça a du sens. Donc quelque part, le jeu de la BCE est simple. Je ne prendrai pas la place de Mme Lagarde, mais je pense que voilà. Ça, c'est plus facile que aux côté États-Unis, américain. Compliqué, parce que comme disait Laurent, l'inflation, c'est pas net, et surtout l'économie va très bien. Ouais. Et donc, il faut se souvenir que sur un taux long, donc là on est sur les taux gouvernementaux, mais sur les taux longs d'entreprise, il y a deux personnes qui se mettent d'accord. L'entreprise qui dit « Ok, j'accepte de payer ce prix-là, qui est assez élevé », et le prêteur qui dit « Bah oui, mais moi, en même temps, tu es assez riche pour le payer, donc on se met à ce prix-là ». Donc ils sont d'accord tous les deux, ça veut dire que l'entreprise pense qu'elle peut rembourser, donc c'est aussi un signe de confiance, et le prêteur se dit « Bah il n'y a pas de raison non plus que je brade complètement mon argent ». Donc oui, le jeu est un peu plus compliqué aux États-Unis. Rajoutez à ça la couche élection, avec un des deux prétendants qui est capable de faire un buzz exceptionnel, et donc le jeu de Powell, il va être plus compliqué. Parce que la fenêtre de tir est beaucoup plus serrée. À partir de septembre, je pense qu'il peut plus bouger. Ça va être compliqué. C'est ce que nous dit parce un peu la théorie. Il risque de se faire taxer de militantisme pour les républicains. À 3 semaines des élections en septembre, ça peut être compliqué d'initier un mouvement, en tout cas à ce moment-là. Donc là, oui, TikTok, ça avance. Et c'est vrai que peut-être la fenêtre de tir s'est refermée jusqu'à la fin de l'année. Les réunions post-élection, c'est 7 novembre. 2 jours après, enfin 6-7 pour la Fed, et ensuite décembre, où là peut-être que effectivement la situation pourrait permettre d'initier un mouvement, mais juin-juillet, bon, on verra ce qu'il nous dit la semaine prochaine. Là où ça va être intéressant, on aura une grosse semaine en termes d'actualité. On a eu l'inflation américaine là aujourd'hui, la première estimation de la croissance, mais la semaine prochaine sera autour de la zone euro. Première estimation de croissance pour le premier trimestre en zone euro, estimation d'inflation pour le mois d'avril en zone euro, et la réunion de la Fed qui marquera l'entrée dans le mois de mai, Laurent. Oui. Ce fameux mois de mai. Ça fait mois de mai. 20 ans que j'observe les marchés, donc j'en suis à mon 20e mois de mai sur les marchés. Bertrand. Alors effectivement, le mois de mai, il est spécial. Il est spécial parce que il y a cet adage de Wall Street, qui n'est d'ailleurs pas de Wall Street. Parce que avant de venir ici, j'ai quand même réétudié la question. En fait, c'est un adage de la bourse de Londres, où on disait « Sell in May and go away ». And come back on Ledger's Day. Alors, qu'est-ce que c'est le Ledger's Day ? C'est une grande course hippique où toute l'aristocratie londonienne se retrouvait après être partie en exode pendant l'été à la campagne, et donc ils se retrouvaient pour reparler des marchés. C'était à la rentrée septembre-octobre. Voilà, c'est ça, mi-septembre. D'accord, voilà. Mi-septembre. Et donc le truc, c'est que comme toutes les grosses mains partaient dans leur manoir à la campagne, bah évidemment l'activité sur les marchés. Voilà. Et donc c'était un petit peu, on s'ennuyait un peu. Il prenait 6 mois de vacances. Donc ça veut dire que le sell in May and go away, en fait il faut pas le comprendre. Enfin je pense qu'il ne faut pas le comprendre. D'abord il faut rien prendre de manière catégorique ni scientifique, parce que il y a effectivement des années où mai-octobre n'a pas été très bon, mais il y a aussi des années où ça a été des très bonnes années. Bon. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de saisonnalité, il y a quand même une tranche entre octobre-novembre et avril qui, statistiquement, est meilleure. D'accord. Voilà. Ça, c'est indéniable. D'accord. Donc, sans forcément que mai-octobre soit négatif, exactement. Vous dites octobre-avril, c'est généralement meilleur. Là où je suis catégorique, c'est que les mois de printemps-été sous-performent. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs. Donc, si on peut regarder le chart... Oui, le graphe, go away, effectivement. Il faut nous l'expliquer un peu d'ailleurs, peut-être, Laurent. Alors, non, ce n'est pas celui-ci. Alors, voilà, c'est celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé qu'est-ce qui s'était passé depuis 37 ans. Pourquoi 37 ans ? Parce que c'est la date de naissance du CAC. Donc, j'ai comparé le CAC avec le S&P depuis la naissance du CAC. Alors, on voit quand même deux graphiques qui sont très différents, mais qui disent la même chose. C'est qu'effectivement, de mai à octobre, aux États-Unis sur le S&P, statistiquement, il ne se passe pas grand-chose, puisque finalement, avec les deux flèches vertes, on voit qu'à la fin du mois de septembre, on est au même niveau. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a quand même une continuation de la hausse pendant la première partie de l'été, et puis c'est à partir de fin juillet-août, où là, pour le coup, c'est plus très intéressant. Le chart du CAC 40 m'a surpris quand je l'ai préparé. Celui-là, il est assez radical. Il est radical. Et alors, il est tellement radical. Moi, quand j'ai regardé ce que ça donnait, je me suis dit, mais j'étais comme Bertrand. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien mis les paramètres là ? Est-ce que je suis pas en train de me tromper de charte ? Et en fait, pas du tout. Et là, le CAC 40, effectivement, mais fin septembre, il est pas beau.
Il n'est pas beau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. Alors moi, je vais vous dire qu'est-ce que c'est mon approche. Je ne pense pas qu'il faille vendre en mai. Parce qu'on peut toujours sous-performer. Si, par exemple, on fait 7 ou 8% sur la bonne tranche de l'année et qu'on fait 2 pendant l'été, eh ben voilà, 2 tous les étés pendant 10 ans, ça fait quelque chose. Là, c'est une logique indicielle. Hein. On est sur une logique indicielle. Hein. Absolument. Mais là où c'est intéressant, c'est que moi, je dirais plutôt « sell in May and stay ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez des titres dans votre portefeuille que vous ne voulez pas conserver pour le très long terme, mais il me semble qu'il y a une question qui peut se poser parce que c'est le moment où c'est quand même, en général, plutôt topiche. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre sur le sell in May and go away, c'est que la perf n'est pas négative. D'abord, c'est indiciel. Donc, il y a toujours des très beaux dossiers qui vivent leur vie. Même des secteurs qui peuvent être tout à fait performants pendant les mois. Mais statistiquement, on peut découper l'année en deux et le printemps-été, et voilà. Mais on le sait bien. Donc on ne vend pas son fonds de portefeuille au mois de mai, chaque mois de mai, pour racheter le même fonds de portefeuille en septembre. Ça n'a aucun sens. Je peux vous dire que déjà, pour un expert timer le marché, c'est pas une mince affaire. Alors, on voit l'ampleur de la tâche. Ça, c'est l'histoire. C'est les 37 ans, c'est ça du CAC 40. Laurent, moi, ce qui m'intéresse, c'est mai-octobre pour le CAC 40 en 2024. Oui. Alors, j'ai une méthodologie pour essayer de bâtir des scénarios qui s'articulent donc sur la théorie des vagues d'Elliott. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce qu'est la théorie des vagues d'Elliott, sinon j'ai peur que vous ne me réinvitiez jamais. On y passera une heure. C'est ça le problème. Donc, en fait, pour faire simple, il faut dire deux choses. Elliott alors Ralph Elliott, comptable américain, né en 1870, mort en 1948, et qui établit des règles pour observer l'évolution des marchés. Sauf que il le fait en prenant en compte exclusivement la psychologie et le comportement collectif d'une foule. Oui. Donc, Elliott est à la finance comportementale ce que Charles Dow est à l'analyse technique. C'est le premier comportementaliste. En fait, il dit le comportement des actions sur un marché, c'est pas que des maths, c'est pas que de la valorisation, c'est pas que des fondamentaux. Il y a une dimension psychologique, comportementale, les biais cognitifs que la finance comportementale a largement étudiés depuis, le biais moutonnier, mimétique, etc. Bon. Donc, il y a des vagues. Il dit qu'il y a des vagues, c'est-à-dire en fait des cycles. Au lieu d'appeler ça des cycles, il appelle ça des vagues. Et on voit sur le graphique des phases de hausse et de baisse. Alors, ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est que c'est la seule méthodologie qui permet de nous projeter dans l'avenir. D'accord. Avec des dates et des prix. D'accord. Sans que ce soit totalement fantaisiste. Il nous a laissé des règles et des directives, et donc on peut tracer des cartes. Mais, contrairement à des cartes de géographie, où les sentiers et les chemins existent déjà, on trace ici des cartes sur des chemins qui apparaissent au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. Donc ça complique quand même largement la tâche. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir deux éliottistes avec deux visions différentes. Une lecture différente. Ce qui compte, c'est que les deux respectent les règles et les directives. Ouais. Donc, sur le graphique que vous avez à l'écran, ce qui saute aux yeux, c'est que je suis haussier sur 2024, puisqu'on a des chandeliers japonais jusqu'à maintenant, et on a des flèches qui montrent où est-ce que ça va aller d'ici la fin de l'année. Alors, depuis septembre 2022, on a un cycle qui a démarré, et Elliott nous dit, quand un cycle est composé de 5 vagues, dont notamment 3 qui sont haussières, la 1, la 3 et la 5. Et ces 3 vagues haussières sont interrompues par 2 vagues baissières ou de consolidation, la 2 et la 4. Le message d'aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est en train de commencer la grande 4. La grande vague 4, c'est une vague qui d'ailleurs correspond un petit peu à la saisonnalité. Mais ce qui est très important... Donc vague baissière, hein, c'est ça, la 4. Ou de conso. Ou de conso. Ou de conso. Liquidation. C'est-à-dire que c'est topiche, mais c'est pas forcément baissier. Mais le momentum haussier n'est plus celui qui a
amener les cours sur les niveaux actuels. Très clair. Donc, on est dans une grande vague 4 qui commencerait maintenant et qui irait grosso modo jusqu'à septembre-octobre. Ce qui est très important quand on fait de l'Elliott, c'est de se mettre des œillères. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire correspondre la structure elliottiste à ce qu'on pense de la macro ou ce qu'on pense de la saisonnalité. Il faut faire de l'Elliott. Je comprends. Et c'est après qu'on se dit, mais alors comment ça, je le raccroche avec la macro? Est-ce que ça coïncide? Est-ce que c'est cohérent avec ce que je pense sur le plan macro ou pas? Exactement. Mais quand vous dites, quand on est embarqué dans l'analyse elliotiste, oui. Il faut se mettre dans un tunnel, quoi. D'accord. Exactement. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est que mon scénario, donc pour 2024, c'est un marché qui reste haussier. Ouais. Mais j'ai envie de dire que le chemin facile, il a été fait. D'accord. Ça, c'est pas la très bonne nouvelle. C'est que ça va devenir... Si, vous dites. Il va falloir réfléchir. Voilà. Vous avez raison. C'est pas si mal. Voilà. Il va falloir réfléchir plus parce qu'on voit bien que depuis le début du mois de novembre de l'année dernière, tout montait. Alors, il y a un autre adage de Wall Street qui est très drôle qui dit il ne faut pas confondre un bull market avec l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans un bull market, quand l'indice fait plus 10, si vous êtes bon, votre portefeuille fait plus 15, et si vous êtes mauvais, ça fait plus 5. Oui, mais de toutes les manières, vous gagnez. Oui. Là, ça va être plus compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand cette séquence estivale va passer, on devrait retrouver la saisonnalité et la vague 5. C'est puissant, la vague 5 ? Eh bien, là, en l'occurrence, non. Parce que la 1 est tellement gigantesque, et la 3 aussi, qu'il y a des effets de proportionnalité qui se calculent par des extensions de Fibonacci, parce qu'on ne peut pas parler d'Elliott sans parler de Fibonacci, mais pour faire simple, la 5, elle serait soit tronquée, ça veut dire qu'elle ne va pas plus haut que la 3, soit elle va légèrement plus haut, mais ça veut dire qu'il y aura un dernier grand swing à prendre à la fin de l'année. Mais on a fait peut-être le top de marché, quoi, pour dire les choses en langage plus simple. Moins élliotiste que vous, Laurent. 8006, enfin voilà, on est... D'accord. Encore... On est dans cet étiage-là, quoi. Si on va sur les 8006, ça veut dire que le CAC aura fait environ 13%, et sur l'année, 5% à partir des cours actuels, ça me paraît faisable. On va dire. Quelles sont les chances de l'Europe dans ce contexte ? On parlait du CAC spécifiquement, mais de l'Europe en général, comparé aux États-Unis. Si on est dans ce moment où alors on sort de la période facile où c'était no-brainer, c'était la tech et donc les US et donc le Nasdaq first. S'il faut se mettre à réfléchir, est-ce qu'on a envie de réfléchir à l'Europe ? Alors, c'est un petit peu comme le sell in May and go away. Ça veut dire que les États-Unis vont pas perdre leur leadership. Mais je pense qu'on peut être un peu plus futé que juste continuer de se surpondérer sur les États-Unis et commencer à faire un petit rebalancing sur l'Europe. Alors, je vais vous dire, les valos européennes sont moins chères qu'aux États-Unis. Vous allez me dire, on s'en fout, c'est historique. On a toujours été moins cher, malheureusement. Donc, c'est pas un facteur qui est vraiment changeant. Mais il y en a d'autres. Je pense qu'il y a un scénario, en tout cas, sur lequel il faut réfléchir, sur le redémarrage de l'Allemagne. On est encore au tout début, et je ne sais pas si c'est le vrai départ, mais j'ai l'impression que l'Allemagne a mangé son pain noir. Ah, mais ils viennent de réviser à la hausse, hein ? Oui, mais est-ce que ça va durer ? Bon, on est au tout début. Bon, mais je pense que l'Allemagne, il y a peut-être... Et l'Allemagne, c'est quand même un tiers du PIB européen. Donc, si l'Allemagne repart, c'est quand même un facteur qui accompagne, de soutien. Sûr. Ensuite, il y a la Chine. La Chine, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle va retourner sur ses rythmes pré-Covid, mais je pense qu'elle aussi, elle a mangé son pain noir. Et je pense que les marchés chinois, je ne sais pas exactement s'ils vont partir à la hausse, mais je pense qu'on est sur le point bas. Donc je pense qu'il y a déjà deux facteurs qui soutiennent. Le troisième, c'est la BCE. Elle est quand même dans une situation moins compliquée. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, que la Fed. Il y a au moins 2 baisses de taux faciles à faire. Après, on verra ce que fait la Fed, etc. Mais les deux, enfin, au moins la première, ça c'est sûr. Et sans doute, jamais un sans deux, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là. En faire qu'une, ce serait un peu, peu court. Si la BCE baisse, il y a une question à se poser sur l'euro, qui a peut-être pas baissé, peut-être que c'est pas entièrement dans le cours de la devise. Cette deuxième baisse de taux. D'accord. Et donc, ça pourrait être un élément compétitif pour les valeurs... Vous voyez plutôt l'euro rebaisser ? Oui, peut-être. Enfin, c'est une piste possible.
Ensuite, par rapport à l'Europe, il y a quand même quelque chose à dire sur la tech US. Parce que pour moi, il s'est passé quand même quelque chose depuis le début de la publication du premier trimestre, c'est que la tech était chère. Et que le risque, quand une entreprise est chère, est chèrement valorisée, c'est qu'elle a beaucoup de pression pour continuer à délivrer. Bien sûr. Et que quand elle ne le fait pas, Facebook, pour moi, Meta, c'est quand même vachement intéressant ce qui s'est passé. Parce qu'ils n'ont pas démérité chez Facebook. Loin de là. Il y a 27% de hausse sur le chiffre d'affaires. Spectaculaire. Non, mais les chiffres sont excellents. En fait, pourquoi ça a buté comme ça ? Parce que Zuckerberg a dit que finalement, les dépenses liées à l'intelligence artificielle allaient rester très importantes. Mais, excusez-moi, mais quand il faisait du shares buyback, on disait, vous avez rien de mieux à faire que de racheter vos actions. Et quand il dit, je vais investir massivement sur le thème dont tout le monde parle et dont tout le monde dit que c'est un game changer pour toute l'industrie, il est puni. Amazon a vécu ça pendant des années. Je me souviens, chaque trimestriel d'Amazon, c'était des pertes. Et les investisseurs comprenaient, ah ben oui, mais j'investis. Et puis un jour, le marché a fini par comprendre que oui, ça payait, quoi. Alors, donc le marché n'a pas compris sur Meta, parce qu'il a quand même, le titre a quand même dévissé de 10%. Et donc ça me dit que, juste pour terminer, si la tech, j'ai l'impression qu'il y a une petite fatigue du marché par rapport à la tech, et ça c'est bon pour l'Europe, parce que ça veut dire que la vieille économie, ou l'économie traditionnelle, peut retrouver, même vis-à-vis des investisseurs étrangers et américains, un attrait. Bertrand, d'accord avec cette idée relative Europe-US et en Europe, là, pour revenir à votre thème de l'inversion de polarité, qu'est-ce que ça signifie en termes de secteur, en termes de style également peut-être ? C'est intéressant parce qu'avec des raisonnements différents, on arrive à peu près aux mêmes conclusions et au même timing. Donc là, sur le graphe, c'est un match entre les défensives. Donc on va retrouver la santé, les télécoms, l'immobilier, les utilities. Et de l'autre côté, les cycliques, industriels, banques et tech. Et donc on voit que globalement, c'est une grosse sinusoïde. Pendant 2 ans, l'un surperforme, pendant 4 ans, c'est l'autre. Voilà, et c'est les passages de relais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce que j'ai mis dans les ellipses, là, donc c'est les croisements de moyenne mobile 50-200, alors, c'est pas très précis, mais en fait, c'est juste que c'est intéressant parce que ça permet de se préparer à changer. Et donc, quand on a été gavé de tech et que ça s'est très bien passé, se dire, tiens, je vais faire de l'immobilier... Ça prend du temps. Il y a un mind switch quand même à faire. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc là, il y a 4 mois, 6 mois, voilà, où après ce croisement-là, en général, on voit ressurgir. Et donc là, ce qu'on devrait potentiellement, donc à voir, on va surveiller ça, la santé, les valeurs plutôt immobiliers, services aux collectivités, qui pourraient reprendre le leadership. Et donc ça, c'est intéressant parce que, vous savez, nous, on aime bien le sujet de la finance comportementale. On a monté des outils là-dessus. Et je le sais, moi, le premier, j'adore la tech, j'adore les valeurs de croissance. Quand il va falloir que je m'intéresse et que je mette 2 ou 3 valeurs foncières dans le portefeuille, je peux vous assurer qu'il va se passer un petit peu de temps. Ça oblige à penser un peu contre soi-même, quoi. Faut se forcer un peu, quoi. Exactement. Donc, voilà, voilà. Donc, dans les inversions de polarité, il y en avait plusieurs que j'étais. Donc, il y a celle-ci où il faut se préparer parce qu'effectivement, on le voit, donc sur les 7 magnifiques, ça commence à craquer. Donc il faut réussir. C'est des très belles boîtes, elles ne vont pas faire faillite demain, des trucs comme ça. Mais à un moment donné, les investisseurs, ils votent. C'est un concours de beauté. Exactement. Donc s'ils décident que les européennes sont plus belles que les américaines, il faut juste acheter des européennes. Il faut être hyper pragmatique de ce point de vue-là. Donc il faut se préparer à ça. Et donc aller regarder. Et puis ça va être compliqué parce qu'au départ, personne ne va être d'accord. C'est-à-dire que forcément, tous ceux qui, comme moi, sont un peu plutôt en logique croissance, repartir sur un cycle plutôt value, je vais leur trouver tous les défauts possibles. Évidemment, les values, donc avant que tout le monde se mette d'accord, il va se passer un petit peu de temps, mais voilà, c'est probablement ce qui nous attend sur cet été, commencer à retravailler, aller rechercher les dossiers qui commencent à mieux se comporter dans le secteur, avoir des trimestriels qui sont validés par le marché, des analyses qui commencent à ne plus baisser les objectifs, mais à les rehausser, pour probablement aller changer un peu son portefeuille. Juste d'un mot rapide, parce qu'il nous reste peu de temps, Laurent, mais on n'arrête pas de parler. Vous citez d'ailleurs les mêmes secteurs. En Europe, santé, immobilier, utilities,
Télécom, juste un mot rapide, là vous êtes venu avec 2 graphiques, Oui. stock 600 santé, stock 600 foncière cotée en Europe. Ok, donc alors la santé, 2 choses à dire. La santé en Europe et la santé aux États-Unis, c'est pas la même histoire. Ouais. Donc attention pour les Ça investisseurs. baisse aux US. Ouais, c'est ça. Donc on parle vraiment de la santé européenne et on parle des grosses capitales Ouais, stock 600 santé. J'étais venu sur ce plateau, Grégoire, et je vous avais montré le même graphique sous la résistance et je vous avais dit, en fait, on attend le franchissement. Et techniquement, c'est un très beau tableau parce que la résistance a été dépassée et les cours reviennent tester la résistance qui devient support et on retrouve des acheteurs. Donc ça veut dire que la santé, pour moi, c'est vraiment une thématique sur laquelle il faut réfléchir. Il y a des beaux dividendes, Ouais, c'est sûr. des belles boîtes. Sanofi a très bien publié. Yeah, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc secteur de la En santé. Europe, hein. Je reprécise parce qu'effectivement, aux c'est États-Unis, pas la même c'est histoire. configuration. Exactement. Et les foncières cotées en Europe Alors, les foncières cotées en Europe, c'est pas pareil. Le signal est beaucoup moins beau. On est plus à l'avance, mais on voit bien que c'est les courbes du bas qui m'intéressent. Parce que la courbe bleue, c'est la courbe de force relative du secteur par rapport au stock 600. Et on voit qu'il arrête de sous-performer le secteur de la santé. Et la courbe qui a sous le ratio de force relative... Des foncières, hein. Des foncières, pardon. Oui, foncières. Oui. Et la courbe du bas, c'est ce qu'on appelle le rate of change, et c'est le rate of change du ratio de force relative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la sous-performance des foncières est en train de ralentir. Et donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un niveau là où on attend le trigger et Bertrand disait que en fait ça prend du temps. On est dans cette période de transition et là on la voit la transition. On voit que ça tient mais on voit pas encore les acheteurs qui matérialisent les flux. Plus early que la santé. Exactement. D'accord. Exactement. Bon, est-ce qu'on attend aussi le trigger sur les small et mid cap, Bertrand ? Vous disiez, là, le mois de mars marque un petit changement. C'est vrai que j'ai vu que le CAC Small avait mieux fait que le CAC Large. Oui, alors voilà, sur la participation, vous savez, je vous parle des dossiers qui sont en hausse versus ceux qui sont en baisse sur le sujet. Là, pareil, il y a un truc très nouveau, c'est la première fois que ça arrive. On a 35% de participation sur les mid de la zone euro. On est seulement à 33% sur les larges. Alors, c'est rien, 2%, vous allez me dire, OK, ils gèrent des fonds de mid et small cap, tout est bon. Oui, mais sauf que ça faisait 5 ans que c'est pas arrivé. On n'avait pas vu ça. Donc voilà, donc juste, il faut être attentif à ça. Et un dernier point, parce que j'ai oublié de le citer, mais sur la participation aux États-Unis, 21%. Donc vous voyez, versus 33% en Europe. Donc tout ça, voilà, donc tout ça mis bout à bout. Donc ça se diffuse plus en Europe. Donc moi, je pense qu'il faut commencer. De la même manière, on parlait des foncières. Typiquement, on a commencé, nous, à mettre Vonovia, qui est une foncière allemande dans le portefeuille. Alors, dernière ligne du portefeuille, histoire de l'avoir. Ça a été l'histoire d'un crash monumental, hein, comme toutes les foncières cotées en Europe. Beaucoup, voilà, en tout cas. Donc, du coup, bon, elle apporte rien en termes de performance, faut être concret. Moi, ça m'embête de. Mais c'est asymétrique. Mais oui, au moins. Mettez un petit coup de. Je regarde et le jour où ça part, je l'ai sous les yeux et du coup, on sera capable d'en remettre une deuxième, d'en remettre une troisième. Et je pense que c'est pareil sur les indices mid and small parce que les foncières, je pense qu'il n'y en a plus dans les portefeuilles. Les mid and small, il n'y en a plus dans les portefeuilles. Et avec les foncières, on peut faire la différence à l'indice. Je crois que l'indice des foncières, il doit représenter 2 ou 3% des grands indices, donc c'est ridicule. Donc à partir du moment où ça part et que vous avez deux ou trois valeurs, 6-7% du portefeuille, vous faites la différence. Être prêt, c'est déjà avoir des petites lignes prêtes qu'on puisse renforcer. En tout cas, travailler sur les sociétés qu'on va vouloir avoir avant de les avoir pour savoir quand il faudra agir, quoi faire. Bon, bah voilà, une nouvelle... une nouvelle séquence. Une nouvelle séquence. Séquence, Grégoire, qui, je pense, va favoriser les stock pickers. Qui va favoriser les stock pickers. Très bien. Bon, on fera le point le mois prochain, messieurs. Merci beaucoup. Le grand tableau de bord des marchés, c'est chaque dernier vendredi du mois. Laurent Albi, Next Momentum et Bertrand Lamiel, Ports en Par Gestion, étaient avec nous. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé chez SPAC, pour un exercice de décryptage économique. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Nous sommes le 26 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et tiens, on parle d'agence de notation avec vous ce soir, Michel. C'est la saison pour en parler. C'est quoi une agence de notation, Michel ? Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a à peu près 130 agences de notation dans le monde, mais
bien sûr, on connaît les trois plus grandes, hein, c'est-à-dire Fitch, Moody's et Standard & Poor's, et qui détiennent à elles seules à peu près 90% du marché de la notation. Donc en ce sens, c'est pour ça que on les connaît très bien. Et en fait, afin de desserrer cette mainmise, hein, cet oligopole, comme on l'appelle en économie, eh bien, la BCE a récemment, c'est-à-dire en novembre 2023, agréé une agence européenne qui s'appelle Scope Ratings, dont le siège est à Berlin. Et donc, du coup, ce qu'il faut voir, c'est que parmi ces 130, première des choses, il y en a très peu qui notent les souverains. Les souverains. D'accord. Donc, bien sûr, on entend les trois plus grandes. Alors, ceci dit, c'est quoi? C'est que, première des choses, c'est que quand on prête, on a un risque. Et donc, ce risque a un prix qu'on appelle prime de risque. Et l'idée que cette prime de risque va s'ajouter aux taux d'intérêt, on va dire, qui sont appliqués. Et donc, une agence de notation, son rôle et sa mission, c'est d'abord, c'est une entreprise privée, hein, ce qu'il faut bien voir, qui va estimer la capacité d'un émetteur, aussi bien un État, une entreprise publique ou privée, ça peut être une ville éventuellement, à rembourser sa dette. Donc, en quelque sorte, elle évalue de manière synthétique et statistique sa solvabilité, et donc, dans une certaine mesure, elle évalue cette prime de risque. Et qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que plus cette note est élevée, et plus la probabilité de faire faillite est faible. D'accord. Mais ce qui est très important par rapport aux analystes financiers, c'est que s'il ne s'agit pas d'une recommandation, dans la mesure où c'est ni une recommandation d'achat, ni de vente. Et donc, devant cette impartialité, en fait, on s'aperçoit que ces agences de notation, et notamment leurs notations, sont des marqueurs de marché et donc sont fait des références. Et donc, dans une certaine mesure, on peut dire que les agences de notation sont des acteurs indirects de l'avenir de certains acteurs économiques. Qu'est-ce qui détermine la notation formalisée par ces agences, Michel ? Alors, première des choses, c'est que la notation financière n'est pas l'application ou des formules mathématiques comme ceci, etc. C'est une forme de prévision dont la pertinence va dépendre en fait de la situation conjoncturelle. Et donc, si on prend par exemple une entreprise, elle va s'appuyer sur des caractéristiques financières et économique. Et première des choses, elle va s'attacher à avoir des paramètres quantitatifs. Ça va être le bilan, ça va être la capacité, de générer des revenus, ça va être également la rentabilité financière. Et elle va comparer ces paramètres avec d'autres acteurs comparables du secteur. Les pairs, voilà, exactement. Ouais. Par contre, pour un État, ça va être le PIB, ça va être l'inflation, ça va être l'endettement public, ça va être d'autres paramètres macroéconomiques. Et puis également, il va y avoir des facteurs qualitatifs, notamment c'est la qualité de la gouvernance, on va dire aussi la responsabilité sociale de l'entreprise, etc., etc. Et pour les États, ça va être la crédibilité des politiques engagées et surtout la soutenabilité et bien sûr la stratégie à venir. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en plus, parce que nous sommes dans des États souverains, eh bien, il y a des paramètres plus globaux. Par exemple, on va dire les tensions sociales éventuelles. C'est lorsque on a parlé notamment de la France il y a quelques mois, eh bien, on a pris en place, on va dire, c'est, les tensions qui pouvaient juger sur le financement des retraites. Dans quelle mesure ces notations sont-elles fiables? Ou autrement dit, est-ce que ces notations sont faillibles dans une certaine mesure, Michel? C'est ça le fait, c'est que ces notations, d'abord, elles ne sont pas infaillibles. Oui, c'est ça. Dans la mesure, oui, dans la mesure où, première des choses, elles varient au cours du temps, et c'est surtout qu'elles s'appuient sur, on va dire, des évaluations humaines, donc qui sont soumises, on va dire, à des, variations et surtout des erreurs. La première erreur, la plus remarquable, c'était il y a à peu près 15 ans. Eh bien, lorsqu'elles ont apprécié la situation de Lehman Brothers, elles ont considéré que cette banque était si grande que l'État ne pouvait pas ne pas soutenir cette banque systémique que j'ai utilisée. Et en fait, elles se sont ratées, entre guillemets. Et c'est ça qui fait que on peut dire que c'est pas systématiquement quelque chose de rationnel. C'est sûr qu'il y a eu une décision prise au niveau notamment du Trésor américain sur Lehman qui effectivement a complètement balayé la notation, enfin les arguments que les agences pouvaient avoir sur la notation de Lehman Brothers. Qu'est-ce que ça change d'être dégradé? Alors, je
rappelle, il y a un système de notation et souvent on attache également des perspectives aux notations. Donc on peut soit réévaluer la perspective qui est attachée à la notation, soit la notation elle-même. Qu'est-ce que ça change dans le cadre d'un État souverain, en l'occurrence, Michel ? Alors, de manière générale, l'abaissement d'une notation et on va dire des perspectives, si vraiment elles sont négatives, va se caractériser par une remontée des taux d'intérêt. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est pas réglementaire, c'est en fait une relation de cause à effet. Ce qui peut être logique dans la mesure où le prêteur peut se dire, bah, tiens, je cours un risque, et donc ça serait bien de pouvoir rentabiliser, on va dire. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va poser des problèmes pour le financement des politiques publiques, ça va être aussi la capacité à assainir les finances publiques également, et puis surtout à mener ces stratégies. Dans une certaine mesure, une dégradation amène aussi, je dirais, une perte de souveraineté, puisque je suis totalement dépendant des extérieurs, puisque, par exemple, dans le cas de la France, à peu près, il y a à peu près 55 à 60% de la dette qui est achetée par le reste du monde. Oui, par l'étranger. Et donc, c'est pour cela que, dans une certaine mesure, eh bien, les agences de notation sont souvent accusées de contribuer à détériorer la situation qui était déjà pas terrible. C'est procyclique, comme voilà, on dit. Exactement. Eh oui. Je n'osais pas trop le dire, mais tout à fait. On a le droit, quand même, Michel. Oui, et tout à fait. Et on s'en souvient, hein, l'engrenage crise souveraine, pour ceux qui la suivaient de près, c'était vraiment, effectivement, ce côté procyclique. Tout à fait. Et ça a été trop rapide. Oui, ça a été rapide. Et la Grèce est devenue très spéculative. Justement, là, quand on est dans le registre des critiques qu'on peut émettre sur le fonctionnement de ces agences, quelles sont les critiques qui vous paraissent pertinentes, légitimes, rationnelles, Michel ? Alors, c'est ce qu'il faut. Il y a deux grandes critiques. D'abord, premièrement, un conflit d'intérêts, dans la mesure où le modèle économique qu'elle développe, c'est-à-dire que c'est le principe de l'émetteur-payeur, on va dire, dans la mesure où, eh bien, faut pas oublier que l'émetteur, c'est son client, et donc, d'un certain côté, on n'ose pas trop être trop, on va dire, terrible dans la notation, et donc, on fait attention. Donc, c'est peut-être un problème de conflit d'intérêts. Et puis, deuxième chose aussi, c'est la pertinence des notations, qui, en matière d'évaluation du risque souverain, par exemple, en 2011, les États-Unis, alors que Standard & Poor's les avait dépréciés, eh bien, les États-Unis ont dit non, je suis pas d'accord, vous faites de mauvais calculs. Et en fait, tout le monde n'avait pas pris les mêmes bases de calcul en quelque sorte. Et en même temps, et surtout, c'est le fait qu'elles n'ont pas su anticiper, on va dire, les dégradations de certains émetteurs. C'est le cas de la crise asiatique, c'est le cas de Enron, c'est le cas des subprimes. Et il ne faut pas oublier, pour l'anecdote, que quelques semaines avant la faillite de Vivendi Universal, elle était estampillée AAA. Et donc, c'est ça qui pose problème. Je précise, sous votre contrôle, Michel, mais les souverains ne payent pas pour être notés. Non, tout à fait. Ce qui est quand même une grande différence par rapport à des émetteurs privés. Et pour revenir à Lehman, je me souviens effectivement, c'était le phénomène de rating shopping. Oui. C'est-à-dire que, alors évidemment, on titrisait à tout va, etc. Et en fait, on allait voir les agences, S&P, Moody's ou Fitch, je vais voir S&P, est-ce que vous me notez ça, combien ? Ah, vous me le mettez pas AAA, bon, c'est pas grave, je vais aller voir chez Moody's, je paierai Moody's pour me faire ma notation. Donc, ce qui a effectivement... entretenir certains doutes. Entretenu un certain doute autour de ces CDO et autres. Et c'est ça qui pose problème. Eh ben, bien sûr. Comment est-ce qu'ils ont géré ce sujet des conflits d'intérêts depuis la grande crise ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en Europe, en fait, c'est l'Union européenne qui a cherché justement à encadrer cela. Et donc, qu'est-ce qu'elle a édicté ? Notamment, première des choses, c'est que les agences doivent être enregistrées dans les pays où elles exercent, on va dire, d'une certaine manière. Et deuxième chose, il faut que leur méthode soit plus transparente dans la mesure du possible, parce que c'est toujours difficile après de donner sa méthode. Et donc, l'idée est qu'on les surveille et ça peut aller jusqu'à, on va dire, perdre leur accréditation. Et puis, bien sûr, à des sanctions. Il ne faut pas oublier qu'en 2021, eh bien, c'était Moody's qui avait payé à peu près un peu moins de 4 millions d'euros parce que son actionnaire principal, c'était Berkshire Hathaway, Warren Buffett, qui avait
je dirais, avaient des parts dans le capital de sociétés qui avaient été notées. Donc, Pardon. ça pose- Ah ouais, je comprends. Et donc c'est pour ça. Quoi. Ça coûte combien une notation? Pour finir, il nous reste 30 secondes, Michel. Difficile d'évaluer. Non, parce C'est que quoi la tout le grille monde. tarifaire Ah pour bah, être en fait, noté par Moody's? L'idée, c'est que c'est toujours quand on parle d'argent, on n'en parle pas. Mais certaines estimations font que il y en a qui ça peut aller de quelques dizaines de milliers pour une PME à des millions d'euros pour une banque importante. Je prends un exemple. La ville de Paris avait budgété 1 million d'euros pour, je dirais, sur 4 ans, pour évaluer son risque de crédit. D'accord. Noté par les agences de Oui, oui, notation. bien sûr. On note effectivement des collectivités locales comme d'autres émetteurs, n'importe lesquels. Merci beaucoup Michel. Merci pour cet exercice de pédagogie autour des agences de notation en ce 26 avril. Très bon week-end Michel. Merci. Michel Rubis, économiste associé de SPAC, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.